Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un petit coin de Wallonie-Picarde que nous allons sillonner. Il sera question de Ravel, de fer et d'eau, mais aussi de châteaux et de canaux. Et ce, au départ de Bléhary, au cœur du parc naturel des plaines de l'Escaut, en selle donc pour un nouveau numéro des Chemins du Ravel. C'est à quelques coups de pédale à peine de la frontière française que vous donnerez vos premiers coups de pédale. Très vite, votre regard sera attiré par l'imposante église Saint-Hébert de Bléhary, témoin d'un style architectural plutôt rare dans nos campagnes, l'Art déco. Ce joyau, ainsi que le presbytère et la maison communale qui l'entourent, font partie des ensembles architecturaux les plus remarquables de Wallonie. Ils datent du milieu des années 20 et sont l'œuvre de l'architecte Henri Lacoste. L'église a la particularité d'être constituée de grands arcs en béton, ne reposant sur aucun pilier et d'avoir un clocher séparé. Son intérieur mélange lumière, espace, légèreté, formes et couleurs qui varient au gré des heures. Après avoir élevé votre âme, vous continuerez votre route sur l'assiette de l'ancienne ligne 88. La campagne sera tout autour de vous. Du coin de l'œil, un intrigant alignement de peupliers d'Italie attirera votre regard. Christine Warny, bonjour, vous êtes Bonjour, journaliste à nos télés. Nous sommes ici à un endroit emblématique pour Brunehaut. Tout à fait, un endroit emblématique parce que cette pierre a donné son nom à l'entité. En fait, au lendemain de la fusion des communes en 1977, les élus de l'époque ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le nom à donner à l'entité. Ça aurait pu être Bléhary, La Plaigne, Lin. Et donc, il y a eu un compromis à la belge. Et donc, désormais, l'entité s'appelle l'entité de Brunehaut. Mais il n'y a pas de village de Brunehaut, c'est juste le nom de l'entité. Mais Brunehaut, d'où ça vient alors finalement ? Alors, la pierre Brunehaut tient son nom de sa couleur et de sa hauteur. La pierre brune, bien qu'elle soit plutôt grise avec le temps, et haut de par sa hauteur. C'est une pierre autour de laquelle il y a pas mal d'histoires et de légendes qui tournent. Tout à fait, cette pierre a suscité pas mal de légendes et la plus connue, c'est celle de la Vierge qui serait venue à Tournai pour apporter la première pierre pour construire la cathédrale de Tournai. Elle est arrivée, la construction de la cathédrale avait déjà commencé, alors la Vierge, très vexée, est repartie et elle a laissé tomber la pierre dans la campagne environnante et cette pierre est tombée ici, à Olin. Et vous avez encore plein de choses à nous raconter, c'est l'objet du reportage de Christine qu'on va découvrir tout de suite. Entouré de 4 peupliers d'Italie, le site de la pierre Brunehaut est facilement repérable des alentours. Située à la croisée des 6 chemins à Olin, la pierre Brunehaut est un menhir en grès landénien, des grès qui ont été utilisés par l'homme dès la préhistoire. On ne connaît pas grand-chose de l'histoire, sauf de l'histoire plus récente, comme par exemple sous Napoléon, on avait décidé justement qu'on allait utiliser cette pierre pour autre chose. Et c'est ainsi qu'on a fait des travaux pour prendre la pierre et la basculer. Et puis Napoléon est tombé. Et donc finalement, après la chute de Napoléon, ce que des gens ont fait, un bon millier de personnes, semble-t-il, d'après des informations de l'époque, ont relevé la pierre. La pierre Brunehaut, appelée aussi pierre celtique, mesure plus de 4 mètres de haut et pèse plus de 20 tonnes. Elle est considérée comme le plus ancien menhir de Belgique. Le mégalithe est classé depuis le 15 mars 1934. Alors on voit pas mal d'inscriptions sur la pierre. Oui, je crois aussi que c'était une habitude qui n'a pas disparu encore il y a si longtemps. Des gens qui se mariaient pouvaient venir la veille de leur mariage, le soir. Donc ils pouvaient venir ici à la pierre Brunehaut. Ils la touchaient, mais on pouvait penser aussi parfois qu'ils avaient inscrit leur nom. Il y a une chanson qui parle de la pierre Brunehaut. Ah oui, c'était en patois, évidemment. Vous trottèrent tout à nos enfants, le Pierre Brunehaut dans les camps, faut vire tous les jaloux, Seul Pierre fait tout partout, Napoléon y a voulu au bain, nous autres il y a dit brin.
C'est un trop vieux caillou que le Pierre Braneur. De retour sur le Ravel de la ligne 88, souvent bordé de haies, vous comprendrez mieux pourquoi vous êtes sur une terre de pépinière. Unissant Antoing à Saint-Amand-les-Eaux, cette ligne ferroviaire faisait partie d'un projet bien plus vaste qui devait relier Anvers à Tournai puis à Douai. Sa première section a été ouverte en 1883. Elle était destinée bien évidemment aux voyageurs, mais aussi et surtout au transport de la pierre et de la chaux. Elle a été désaffectée en 1974. La coulée verte d'aujourd'hui vous offrira des paysages variés et le passage devant la gare d'Olin, bâtiment typique des chemins de fer de l'État des années 20. Aux confins des entités de Brunehaut et d'Antoing, vous marquerez un arrêt à Bruyères. Son cimetière anglais abrite à jamais les corps de 146 soldats, marins et aviateurs qui ont perdu la vie en mai 1940 lors de la bataille de l'Escaut. Et l'Escaut, vous ne tarderez pas à le rejoindre. D'abord, vous le franchirez, ensuite vous le suivrez jusqu'à Antoing, la capitale du Pays Blanc. Par une artère pavée typique, vous vous hisserez au cœur de la cité, longerez les restes d'un château fort dont les murs les plus anciens remontent au XIIe siècle. Marilyn Masquelier, bonjour, vous êtes guide ici à l'Office du tourisme d'Antoing. C'est plutôt sympa chez vous, hein? Oui, bonjour Frédéric et bienvenue Merci. dans cet endroit un peu féerique, hein, un château de contes de fées. Hein. C'est le château d'Antoing. Le château des Princes de Ligne. Des Princes de Ligne, c'est un château qui n'a connu aucun acte de vente depuis le XIIe siècle. Il a fait partie d'abord de la famille des seigneurs d'Antoing, puis la famille des Melins, et ensuite la famille de Ligne depuis le XVIIIe siècle. Alors c'est un château qui mélange la petite, la grande histoire et aussi les légendes. Ah oui, c'est un château historique, un des plus historiques de Belgique d'ailleurs. C'est ici qu'on a essayé de mettre fin au XIVe siècle à la guerre de 100 ans, qui opposait donc les Français et les Anglais. Et c'est ici également qu'au XVIe siècle, on a élaboré un manifeste qui est devenu le fameux compromis des nobles, signé donc à Bruxelles, et qui essayait d'apaiser un peu les guerres entre catholiques et protestants. Plus près de nous, il y a un certain Charles de Gaulle qui est passé ici. Ah oui, Charles de Gaulle, dont nous fêtons d'ailleurs cette année le 110e anniversaire. Suite à la loi Combes, qui stipulait la séparation de l'Église et de l'État, eh bien Charles de Gaulle est venu passer une année ici à Antoing, en 1907 jusqu'en 1908. Et il a appris les mathématiques élémentaires avant d'aller à Saint-Stanislas à Paris, puis d'entrer à Saint-Cyr. Mais c'était vraiment un personnage déjà très remarqué, puisque à la fin d'une retraite, il a pu composer et prononcer le discours de remerciement au prédicateur, et ce discours se terminait par une phrase célèbre: « Quant à l'avenir, il sera grand, car il sera pétri de nos œuvres. » Ouais. Ce château, mais aussi son environnement, le parc, le Bolwerk, ça fait partie du patrimoine qui est classé. Le château est classé depuis 1949 et le parc est considéré comme site exceptionnel depuis 1972. Mais l'architecture en elle-même, bon, on a vu l'apparition d'abord d'un manoir, puis vous avez la tour, et puis au 19e siècle, Eugène de Ligne, de Belleuil, hein, qui avait 2 fils, eh bien, a laissé ce château à son fils cadet. Et c'est lui qui a entrepris la restauration. Il a donc fait appel à des élèves de Viollet-le-Duc, qui ont ajouté les 2 tours latérales gauche, le perron et une galerie néo-gothique. Marilyn, merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer à parler de patrimoine grâce à notre rubrique, à notre séquence, la Minute du patrimoine. On vous parle aujourd'hui de patrimoine ferroviaire. Nous sommes ici devant une balise à traits qui sert d'indicateur aux trains qui roulent à plus de 70 km/h et qui indique un signal d'avertissement.
Et donc on en trouve 5 avant le signal, espacées de 50 mètres chacune. Autre type de balises, ce sont les balises à chevrons. Oui, donc les balises à chevrons sont destinées quant à elles aux trains qui roulent à moins de 40 km/h, donc sont espacées de 200 mètres chacune et de 50 mètres pour la dernière, et elles indiquent un signal d'arrêt. Alors moi il y a quelque chose qui m'intrigue, que ce soit pour les balises ou pour les signaux, ils sont à chaque fois situés à gauche de la voie. Pour la simple et bonne raison que la conception du chemin de fer était d'origine anglaise. Sur la place voisine du château d'Antoing, vous ne manquerez pas de poser le regard sur l'ancienne Allodra. Construit en 1565, le bâtiment a été plusieurs fois remanié avant d'être restauré au début du XXe siècle dans le style Renaissance espagnol. En 1993, ses façades se sont parées d'un enduit à la chaux, couleur rouge sang de bœuf, rappelant son coloris originel. À l'intérieur, le vitrail néo-renaissance de Camille Wibaud, maître verrier à Tournai, mérite le coup d'œil. Parce que l'appel de l'onde sera le plus fort, vous reprendrez ensuite le halage. Du côté de Péronne-les-Antoing, coup sur coup, le petit et le grand large vous accueilleront. Ce dernier n'est autre qu'un vaste plan d'eau de 45 hectares, imaginé au début des années 60, afin de créer un réservoir d'eau pour régulariser le niveau des canaux. Au nouveau canal Nimy-Blaton-Péronne, vous préférerez l'ancien canal Pomerol-Antoing. Inauguré en 1826, il a permis pendant près de 150 ans aux bateaux de rejoindre les deux localités sans emprunter les voies d'eau françaises et donc d'éviter aux bateliers de payer les droits de navigation dans l'Hexagone. Pour sûr, vous adorerez ces rives paisibles au bord desquelles se prélassent oies et canards, leur alignement arboré et les traditionnelles maisons éclusières.